part, je pense que pour construire de la durabilité, il faut qu'on construise un monde égalitaire entre les hommes et les femmes. Qu'on ne peut pas construire demain sans les femmes, ou à la place où on les laisse, c'est-à-dire violentées, invisibilisées, violées. Voilà, on ne peut pas laisser les femmes à cette place-là dans la société parce qu'on ne pourra jamais construire une société durable sur la domination de la moitié de l'humanité par l'autre. Enfin, comment peut-on penser qu'un monde sera durable ainsi ? Moi, je suis vraiment profondément convaincue que travailler au féminisme, c'est travailler à la durabilité du monde. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. On vient d'entendre les mots de Gwenola Jolicoz, première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, que je suis ravie de recevoir aujourd'hui pour ce 3e épisode de notre série de podcasts Défigurés, consacrée au féminisme. À 5 ans de MeToo, les revendications féministes sont inhérentes à notre société et tentent de déconstruire le patriarcat qui la gangrène. Les femmes réclament l'égalité avec leurs congénères masculins, que ce soit au travail, dans la rue ou dans la sphère privée, et elles dénoncent sans cesse les violences physiques ou morales dont elles font l'objet. Les femmes se tournent vers la justice afin de faire valoir leurs droits, parfois, voire souvent, sans y trouver une réponse satisfaisante quand on sait que malheureusement, seulement 1% des viols sont condamnés dans notre pays. Donc aujourd'hui, nous ne rentrerons pas dans le détail de ces dysfonctionnements judiciaires qui vont de la difficulté à porter plainte à la désuétude des lois vis-à-vis de la réalité de ces violences, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'importance du système patriarcal au sein même de l'institution judiciaire, et plus précisément au sein de la magistrature, contre lequel se bat notre invitée, Madame Jolicoz. Donc pour que justice soit faite et que le féminisme passe d'un combat à l'un des fondements de notre société, c'est aussi au sein de l'institution judiciaire qu'il doit se faire. Les femmes, aujourd'hui, sont majoritaires dans la magistrature, mais les tribunaux, les ministères sont tenus par des hommes. 70% des juges sont des femmes, elles travaillent dans les tribunaux, elles les font fonctionner, mais les postes à responsabilité, qui sont ces grands lieux de pouvoir, sont majoritairement tenus par des hommes. Parmi tous ces hommes, on trouve quelques exceptions féminines, bien heureusement, dont fait partie Madame Gwenola Jolicoz. Cette magistrate est une pionnière, une figure féminine de réussite dans la magistrature par son parcours professionnel et son engagement personnel, car depuis 2020, elle est première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, ce qui est hiérarchiquement le plus haut poste pour les juges, et elle est la première femme à occuper cette fonction au sein de cette cour. Rare pour une femme dans ce milieu, c'est la 2e fois qu'elle occupe cette fonction, après avoir présidé la Cour d'appel de Pontoise pendant 4 ans, juste avant son poste actuel. Elle a été diplômée de l'ENM, donc l'École nationale de la magistrature, en 1992, et elle a rapidement exercé des fonctions à responsabilité, en présidant les tribunaux de Mamoudzou à Mayotte, puis celui de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Et elle a par ailleurs aussi travaillé au sein de l'Inspection générale de la justice, où elle s'est engagée rapidement sur ces questions d'égalité entre les genres, puis pour le gouvernement de François Hollande en tant que directrice de cabinet au sein du ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc un parcours fait de pouvoir et de responsabilité, qui est malheureusement encore trop peu banal pour une femme. Historiquement, la profession de magistrat, elle a été réservée aux hommes. Ce n'est qu'en 1946, après des décennies de lutte de la part des juges femmes aidés par les avocates, que rendre la justice a été possible pour elles. La féminisation s'est ensuite faite de manière très progressive jusqu'à aujourd'hui, mais toute la magistrature est donc adossée à cette histoire qui est vraiment très importante à avoir en tête pour comprendre la situation actuelle. Madame Gwenola Jolicoz nous raconte cette féminisation de la magistrature qui, depuis ses débuts, est contenue par les hommes. Il y en avait 0, et puis il y en avait 20%, et puis 50%. Moi, je fais partie d'une promotion où on était à 60% des femmes. L'ACME a été atteinte en 1983 où la promotion a été à 80% de femmes. Tout ça s'est joué sous mes yeux. J'ai vu la magistrature se féminiser. Donc les choses ont bougé parce qu'on a vu les femmes prendre tous les postes. Vous savez, au début on disait bon, elles rentrent dans la magistrature, on n'est déjà pas très content. On va leur laisser des postes féminins. Elles vont s'occuper des enfants, elles vont être juges des enfants, ce sera formidable. Elles vont s'occuper de la famille, elles vont être juges aux affaires familiales, ce sera très bien. Enfin, vous voyez, les hommes ont tout de suite voulu contenir les femmes dans des fonctions dites féminines, donc adossées à des stéréotypes de genre et au patriarcat, bien entendu. Et puis finalement, les femmes, elles étaient tellement nombreuses que ça n'a plus été possible. Donc elles ont commencé à entrer dans tous les postes de la magistrature. Elles sont devenues juges d'instruction, elles sont allées au parquet. De manière assez massive. Elles ont
endossé comme ça toutes ces fonctions régaliennes, d'autorité, de décision. Elles sont devenues présidentes de cour d'assises, vous voyez, elles ont pris de la place dans la magistrature. Mais fort étonnamment, elles n'ont pas pris les postes de responsabilité. C'est-à-dire les femmes, elles travaillent. Elles font fonctionner les tribunaux français aujourd'hui, tous les jours, y compris dans les audiences tardives, malheureusement tardives. Elles sont là pour faire fonctionner au quotidien la justice française. Mais les hommes ont fait en sorte que les postes à responsabilité soient considérés encore comme leur précaré. Si la mixité est acquise, c'est loin d'être le cas pour la parité. Comme on l'a dit, 70% des juges en France sont des femmes, mais seulement 25% des postes à responsabilité sont occupés par des femmes. Les femmes, elles peuvent candidater à ces postes à responsabilité. Heureusement, le système ne les en empêche pas, mais elles n'y candidatent pas, ou en tout cas pas assez. Elles sont en fait dans une posture d'adaptation à la vie familiale, beaucoup plus que les hommes qui, eux, dès la première décennie après leur concours, vont candidater dans un premier poste à responsabilité. Les études pour devenir magistrat ou magistrate, elles sont longues, le concours est difficile, et les femmes s'y attellent, elles le réussissent sans problème, et quand elles sont diplômées, elles ont souvent entre 25 et 30 ans, et elles entrent dans ce que Gwenola Jolycoz appelle la décennie des bébés. C'est la période durant laquelle les femmes se consacrent à leur vie familiale qu'elles considèrent incompatible avec des responsabilités dans leur travail, et cela d'autant plus qu'être magistrate ou magistrat demande une certaine mobilité, à changer de ville, de région assez régulièrement, et plus encore pour les postes plus hauts qui sont moins nombreux et donc qui emmènent plus à bouger. Donc à partir de là, il y a un retard qui va se créer avec les hommes et qui va finalement ne jamais se rattraper. Gwenola Jolycoz, elle n'a pas fait ce choix, elle a candidaté à ces postes à responsabilité et elle a eu des enfants, mais elle rappelle que cela demande une certaine volonté et pas d'autolimitation. C'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué dans les faits, car ce n'est pas à cause d'elles-mêmes que les femmes ne candidatent pas, c'est à cause de ce système masculiniste sur lequel on reviendra plus tard, et de la société en général, que beaucoup de ces femmes ne se considèrent pas assez formées, pas légitimes, pas au niveau pour accéder à ces postes. Donc pour lutter contre ça, Gwenola Jolycoz a créé en 2014 son association Femmes de Justice pour inciter les femmes à candidater à ces postes à haute responsabilité et lutter contre leur invisibilisation. Alors, créer une association, ça me semblait vraiment fondamental pour créer un lieu de sororité. Je pense qu'on avait besoin d'être ensemble, de parler de ce qui nous arrive, de sortir de cette culpabilisation individuelle, de se dire toujours « il m'arrive quelque chose », alors qu'en fait il nous arrive quelque chose. Et ce temps-là, le temps que Simone de Beauvoir appelle cet entre-soi féminin, qui me semble être une étape indispensable à la réflexion. Il faut d'abord être entre nous pour que, en faisant le tour de table, nous nous apercevions que nous vivons la même chose. Et quand on comprend qu'on vit la même chose, on peut commencer à avoir une analyse, à conscientiser ce fait que finalement c'est une communauté de femmes à qui il arrive quelque chose dans la société, avec des mécanismes qui vont nous empêcher de prendre les places, et donc très clairement, à contrario, laisser des places aux hommes, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc créer une association, c'était vraiment ça qui était important pour nous, c'était se mettre ensemble, et c'est ce que nous avons fait en juin 2014, où nous étions nombreuses à l'Inspection Générale de la Justice à l'époque, un endroit donc où se fabrique une sorte de pensée judiciaire. Donc c'était un lieu très favorable à la création de cette association qui visait d'abord et avant tout à mettre le problème sur la table au sein du ministère de la Justice. Pourquoi ? Parce que le ministère de la Justice n'en parlait pas. Voilà. On avait décidé, de manière assez subtile, d'en faire un impensé. Les femmes sont arrivées dans la magistrature, on n'en voulait pas. Elles sont là maintenant, alors on va les rendre invisibles. On ne va pas parler d'elles. Et c'était ça qui s'était passé au ministère. Ça n'existait pas. Aucune pensée stratégique, aucune analyse, aucun document. Rien ne rendait visibles les femmes au sein du ministère. Et donc vraiment, la décision que j'ai prise à ce moment-là, c'était de dire, ce sujet, on va vous l'imposer. Voilà, vous ne le voyez pas, eh bien on va le rendre visible. Voilà, je vous mets sur la table ce sujet, parce que la magistrature ne peut pas continuer à faire comme si il ne s'était rien passé, alors qu'elle était en pleine révolution. Cette féminisation forte, rapide, massive, a forcément changé beaucoup de choses dans la façon de fonctionner, et puis peut-être aussi dans la façon de se positionner dans la société. Voilà. Et tout ça, on n'avait pas trop envie d'en parler. Donc c'était ça l'objectif de cette association. Et évidemment, dans la foulée, ça tire l'idée que, puisque les femmes comprennent mieux ce qui leur arrive, elles peuvent agir. Mieux comprendre les concepts,
comprendre que la mixité, c'est pas la parité, et que ça n'est pas automatique, contrairement à ce que disent les hommes. Puisque les hommes ont utilisé très vite dans la magistrature cette argumentation, adossée à un certain nombre d'adverbes, les choses se feront mathématiquement, naturellement. Voilà. Alors que c'est faux, on sait bien que c'est pas parce qu'un corps se féminise que la parité se met en place. D'ailleurs la preuve, la magistrature en est l'illustration exacte. Si les magistrates étaient invisibilisées au sein du ministère de la Justice, c'est aussi leur histoire, dont on ne parle pas, et qui était inconnue encore récemment. En 2021, Gwenola Jolycos a mené des travaux de recherche pour connaître qui étaient les premières femmes à exercer le métier de magistrate. Alors ça se passe comme ça, je suis magistrate depuis plus de 25 ans à ce moment-là, et pour la première fois, je me dis, mais en fait, c'est qui la première femme magistrate ? Et en me posant cette question, je constate que personne ne peut me répondre, que cette identité n'a pas été conservée par le corps, que personne n'a gardé le nom, l'image, la trace de cette pionnière. Et ça ne peut pas ne vouloir rien dire. Ça veut profondément dire que l'institution ne voulait pas se souvenir d'elle. Ne voulait pas garder de figures un peu emblématiques, qui soient un symbole. Un travail de longue haleine commence alors pour Gwenola Jolycos pour arriver au nom de Charlotte Bréquignon-Lagarde. C'est d'ailleurs surtout grâce à l'aide de la famille de cette pionnière que Gwenola Jolycos en apprend plus sur elle, obtient une photo d'elle car l'institution n'avait aucune information à son sujet. Elle a ensuite eu envie de continuer et elle a réalisé les portraits de Nicole Pradin, la première procureure générale, Elisabeth Guigou, la première garde des Sceaux, ou encore Suzanne Schall, première femme, première présidente. Au total, 10 portraits de femmes pionnières dans le monde de la justice qui lui ont valu une mention spéciale du Grand Prix de l'ENM en 2021. Inutile de vous préciser que depuis que ce Grand Prix existe, jamais une femme n'y a candidaté, jamais une femme n'en avait été honorée. Je suis donc la première femme à avoir reçu cette distinction de la part de l'École nationale de la magistrature. Son travail a donné lieu à la création d'un cycle de conférences à la Cour de cassation, pour une fois centré sur les femmes. Donc pour rappel, la Cour de cassation, c'est la juridiction la plus élevée dans l'ordre judiciaire français, et elle organise régulièrement des conférences sur des thématiques de justice. Lorsque je regardais le programme des conférences, tables rondes, séminaires de la Cour de cassation, je constatais qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes qui prenaient la parole. Et une fois, je feuillette le catalogue et je vois qu'il y a tout un cycle qui s'appelle Figures de justice. Et je feuillette et je vois mais des dizaines de noms d'hommes. Pas une femme citée dans les figures de justice telles que c'était imaginé par la Cour de cassation à ce moment-là. Et là, je dois dire que la moutarde m'est un peu montée au nez. Et je me suis dit, non, là, faut pas exagérer quand même. Invisibiliser les femmes à ce point-là, c'est quand même pas possible. Et c'est pour cela que je me suis tournée vers Chantal Arens, qui était seulement la deuxième femme à prendre ce poste de première présidente de la Cour de cassation, qui est le poste sommital pour nous. C'est le dernier poste dans la magistrature. Et c'était simplement la deuxième fois qu'une femme avait ce poste. Et je me suis tournée vers elle en lui disant, écoutez, je vous propose l'inverse. Je vous propose de faire un cycle où on va parler que des femmes. Exclusivement. Je vais parler que de portraits de femmes. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Et évidemment, elle a accepté. Et ça m'a fait très plaisir. Et nous avons donc mis en place ce cycle de conférences, de 3 conférences tout au long de l'année 2022, où j'ai eu plaisir à ne parler que de femmes, à ne mettre en valeur que des parcours de femmes, mais même au-delà de leur parcours, vraiment la volonté de mettre en valeur leurs pensées, ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont apporté à la magistrature. Parce qu'au-delà même de se souvenir des réalités humaines, des vies de ces femmes, je pense très important de ne pas, à cette occasion, invisibiliser leurs engagements, leurs pensées, les progrès qu'elles ont fait faire à l'institution. C'est aussi ça, l'entrée des femmes dans la magistrature. Je suis résolument pour les quotas désormais. Je crois que sans les quotas, le mécanisme des quotas, qui est un mécanisme très efficace, nous n'y arriverons pas. On a entendu que la féminisation réelle de la magistrature avait du mal à se faire. Aux côtés de ses travaux de recherche, de son association, qui poursuivent aussi cet objectif de valorisation des femmes dans cette profession, Gwenola Jolycos propose d'autres solutions concrètes pour que les femmes trouvent leur place, occupent leur place et soient au moins à l'égal des hommes dans ce milieu. Ainsi, elle défend les quotas et se réfère à une loi importante qui a tenté de faire bouger les choses dans la fonction publique,
la loi Sauvadet. La loi Sauvadet, c'est la loi 2012 qui dit, dans la fonction publique de manière générale, il faudra faire attention à nommer des femmes. Voilà ce que dit Sauvadet. Il dit simplement qu'il faut faire attention. Puis étant donné que ça n'a pas l'air de se faire trop naturellement, parce que ça ne se fait pas naturellement, on va vous mettre des trajectoires chiffrées, ce qu'on appelle des quotas. Alors, vous savez, les hommes sont très en difficulté avec cette notion de quota. Moi-même, je dois dire, il y a 15 ans, j'étais plutôt contre les quotas, au bénéfice de cette espèce d'expression mainstream que seule la compétence compte. Sauf qu'on voit que des femmes extrêmement compétentes ne sont jamais nommées au poste de responsabilité. Donc on voit bien que c'est une fausse excuse, c'est un paravent de dire que c'est la compétence qui compte. Les femmes, elles sont très très compétentes, et pour autant elles ne sont pas nommées. Donc les quotas, c'est vraiment un mécanisme mondial qui a été utilisé partout, très fortement en Europe, qui est arrivé évidemment tardivement en France, mais c'est la loi Sauvadet qui en 2012 dit « Bon, pour toute la fonction publique française, on va faire des quotas. » Doucement, bien sûr. 20% d'abord, 30%, puis que 40%. On n'a pas fait de quota à 50%. Ce qui est, quand on y pense, dingue. Mais les hommes, à ce moment-là, n'étaient pas prêts à voter une loi à 50%. Donc on a voté une loi à 40%. Donc on demandait à chaque ministère, en primo-nomination, de nommer 40% de femmes. Eh bien, de nombreux ministères ne l'ont pas fait, n'ont pas réussi, et ont préféré finalement payer des amendes. Si le mécanisme des quotas est nécessaire, la loi telle qu'elle l'impose aujourd'hui n'est pas suffisante, car elle est sans cesse contournée par les hommes auxquels elle est censée s'imposer. Le ministère de la Justice a été condamné à 2 reprises pour ne pas avoir respecté la loi Sauvadet. C'est vous dire la force des mécanismes. C'est-à-dire que même avec 70% de femmes, on nous dit « nous n'avons pas trouvé de femmes pour prendre des responsabilités au ministère ». C'est quand même intéressant à voir tout ça se développer sous nos yeux en quelques décennies, puisque la loi Sauvadet a eu 10 ans, et le Sénat vient de rendre une mission, il y a quelques semaines, de bilan de la loi Sauvadet à 10 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est que tout a été mis en place pour contourner la loi Sauvadet. Les hommes ont fait en sorte que le système dysfonctionne, et qu'en réalité, finalement, les périmètres qui avaient été choisis, les modes opératoires qui avaient été choisis, pour les rendre transparents et donc plus accessibles aux femmes, ont été contournés. Pour qu'à nouveau, ce soit des hommes qui récupèrent les postes. C'est quand même intéressant de voir tous ces mécanismes très très profondément à l'œuvre, parfois même au corps défendant des hommes. Ils ne sont pas forcément capables de l'exprimer aussi clairement que moi je l'exprime. Mais moi je le sais parce que moi je le vois tout ça. Je vois ces analyses se mettre en place et je pense qu'il faut qu'on les partage entre femmes. Vous l'aurez compris, les hommes sont fortement présents dans les postes à responsabilité. Mais si les femmes magistrates doivent se battre contre eux pour s'imposer, c'est aussi en travaillant avec eux que la féminisation de la profession se fera pour Gwenola Jolicoz. Quand je l'ai rencontré, j'ai eu le plaisir de pouvoir également interviewer Éric Corbeau, qui l'accompagnait ce jour-là. Monsieur Corbeau est procureur général à la Cour d'appel de Pontoise. Il y a rejoint la première présidente qu'il avait rencontrée au tribunal de Poitiers, où il occupait le même poste, et où il était donc déjà sous sa direction. Il faut bien comprendre que dans une juridiction, la hiérarchie entre présidente et procureur, elle est très importante, car ce sont eux qui dirigent ensemble le tribunal ou la cour et ils décident de son organisation. Monsieur Corbeau, lui aussi, est très sensible aux questions féministes et ensemble, avec Gwenola Jolicoz, ils ont travaillé dans leur tribunal à ce que les femmes accèdent aux postes à responsabilité. Après les quotas, une autre solution concrète qu'ils mettent en avant et qui permet d'aider les femmes qui travaillent au quotidien aux côtés des hommes est celle du management. Vous savez, on a été plongé, toutes les administrations et toute la société, dans la crise du Covid. Et cette crise du Covid, donc, faisait que dans la fonction publique, certains fonctionnaires pouvaient être autorisés à ne pas venir travailler parce qu'il fallait s'occuper des enfants, les écoles étaient fermées, etc. Et donc, nous devions délivrer des autorisations spéciales d'absence. C'est pour placer ces gens sous un statut qui fait qu'on les autorise à ne pas venir travailler. Et qu'est-ce qu'on constatait quand nous étions à Pontoise, donc dans cette pleine crise du Covid? Il faut savoir que les tribunaux, il y a des magistrats et puis il y a aussi des greffiers. Les greffiers qui sont à 90% des greffières, ce sont des femmes. Et donc les autorisations spéciales d'absence nous étaient demandées à 100% par toutes les greffières qui demandaient, voilà, j'ai besoin d'être autorisée à 100% toute la semaine de rester chez moi parce qu'il faut que je m'occupe des enfants. Et nous, notre positionnement, ça a été de dire, mais vos enfants, il y a un papa aussi. Et pourquoi lui, vous ne pouvez pas partager? Pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est obligatoirement la femme
qui travaille, elle a une profession, un vrai métier, greffière, c'est un vrai métier à responsabilité, etc. Mais elle, c'était normal qu'elle demande à 100%. Et jamais personne se pose la question, mais pourquoi le papa, lui, il ne demande pas à être autorisé à s'occuper des enfants? Et donc nous avions, ensemble, avec madame la première présidente, à l'époque présidente et moi procureur, décidé de faire autrement. C'est-à-dire de n'autoriser qu'à 50% les autorisations spéciales d'absence, sauf bien sûr impossibilité qui était justifiée, mais de dire non madame, on va vous autoriser qu'à 50% parce que le papa il va faire ses 50% aussi. Donc c'était une position managériale volontariste. Bien sûr, si c'était impossible, on trouvait d'autres solutions, ça va de soi. Mais notre position de principe, ça a été de dire non, on va vous autoriser à 50% parce que vous allez partager. Et puis votre mari va demander à son employeur aussi d'être à 50% autorisé à rester, à s'occuper des enfants. C'est des postures managériales, c'est un exemple très concret, mais ça vous montre comment on peut travailler comme ça et faire évoluer un peu le rapport aussi à la prise en charge de ces questions familiales. Voici donc un exemple concret de technique managériale qui favorise et force l'égalité dans la profession. Ces actions, menées par Gwenola Jolicoz et Éric Corbeau, elles s'accompagnent plus largement d'une remise en cause des codes masculins qui sont inhérents aux fonctions à responsabilité. Par exemple, le dévouement à sa tâche, qui fait que l'on travaille tout le temps et que l'on se rend toujours disponible, qui sont souvent incompatibles avec la vie de famille qu'endossent encore aujourd'hui majoritairement les femmes. Ces codes, donc, rebutent les femmes et expliquent en partie leur autolimitation et ainsi le fait qu'elles ne souhaitent pas exercer de fonctions à responsabilité qui leur prendraient beaucoup trop de temps. Si on ne voit que des hommes, on se dit c'est pas pour nous en fait, ce monde-là n'a pas l'air de nous être favorable. C'est pas pour moi, j'ai pas finalement envie d'y aller non plus parce que tous les codes qui sont portés là-haut correspondent pas trop à mes valeurs, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler, notamment vous voyez cette espèce de survalorisation, du présentéisme, de l'engagement total au travail. Moi, ces valeurs-là, je réfléchis, je me dis, non, en fait, voilà. Moi, j'ai envie d'être en responsabilité, mais j'ai aussi envie d'avoir une vie privée, j'ai aussi envie d'avoir des engagements, j'ai envie d'aller au théâtre, parce que ça me nourrit profondément, je pense que je serai une meilleure professionnelle ensuite. Tout ça, en fait, cette façon de voir le monde du pouvoir comme étant pas favorable aux femmes, ben finalement, ça dit à la génération d'après, non, c'est pas pour toi non plus. C'est quand même souvent le discours des femmes, justement, ça fait partie de ces auto-limitations en disant mais je n'aurais pas la capacité, j'aurais pas le temps, j'aurais pas la force d'exercer ces fonctions parce qu'il faut être tout le temps là, il faut être présent, on travaille nuit et jour, etc. Non, c'est aussi possible autrement pour les femmes comme pour les hommes, mais voilà, il y a une survalorisation de la force nécessaire pour exercer ces fonctions à responsabilité qui font que les femmes du coup disent non, je ne serais pas capable physiquement, mentalement, psychologiquement, de les assumer. Donc il faut qu'on travaille là-dessus aussi, en disant l'organisation du travail, pour les hommes comme pour les femmes, est compatible avec, avec la vie personnelle de chacun. Et elle le permet de s'exprimer, de vivre dans tous ces aspects. C'est quelque chose que nous portons ensemble depuis longtemps, c'est de dire qu'on peut aussi changer le management, qu'on peut changer la façon de travailler, qu'elle soit favorable à tous, et que ces codes, ces espèces de codes masculins, presque masculinistes en fait, il faut les remettre en cause et dire qu'on veut exercer le pouvoir autrement et qu'on peut avoir des responsabilités autrement. Et ça repose une autre question de responsabilité aux femmes, c'est-à-dire que si nous prenons des responsabilités, ensuite il faut s'engager à les exercer de manière favorable aux femmes. Notamment aux femmes qui vont travailler avec vous. C'est pas pour reproduire des codes masculins. Donc il faut être très clair dans cette volonté de à la fois prendre des responsabilités et à la fois, une fois qu'on les a, de respecter ces valeurs. Et de dire aux femmes autour, mais bien sûr, nous n'allons pas travailler comme eux, nous allons travailler différemment et ça va très bien se passer. Asservi, humilié, les femmes, acheté, vendu, violé, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Je pense que pour les femmes, globalement, dans la magistrature, c'est utile d'avoir un rôle modèle, puisque je suis la première femme, première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, par exemple. Il n'y en avait jamais eu avant moi. Ce qui fait que lorsque vous arrivez à la Cour d'appel, vous avez une liste, très 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 longue liste, de noms d'hommes
Et à la toute fin, il y a le mien. Et c'est un symbole, évidemment, un symbole très fort. C'est-à-dire que vous comprenez en regardant ce document qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Qu'il n'y a que les hommes qui ont dirigé cette cour pendant des siècles et des siècles. Et que ça a semblé naturel à tout le monde. Gwenola Jolie-Coz souhaite inspirer les femmes magistrates, autant par sa pensée que par son parcours. C'est ainsi qu'elle entend déconstruire la domination masculine qui pèse sur la magistrature et enferme les femmes. Je pense que les femmes ont besoin de rôle modèle, elles ont besoin de se dire il peut y avoir des femmes en responsabilité, et en cela je peux servir de rôle modèle à un certain nombre de femmes, mais comme d'autres femmes avant m'ont servi de rôle modèle, moi j'ai beaucoup regardé les femmes qui avaient pris des responsabilités et je me suis dit bon, pourquoi pas, c'est peut-être possible puisqu'il y en a qui y arrivent. Et puis ensuite, il y a les travaux que je mène, et l'association, et puis les écrits, puisque j'écris beaucoup, j'essaie de laisser beaucoup de traces de cette pensée, parce que je constate que les femmes écrivent peu, laissent peu de traces d'elles-mêmes et de leurs pensées, les deux, de leur parcours, de leur vie et de ce qu'elles pensent, parce que pour moi ça va vraiment ensemble. Et donc moi je m'astreins depuis toutes ces années à beaucoup écrire, a beaucoup laissé des traces de cette pensée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu réunir dans un ouvrage à la fois les portraits et les concepts. Ce qui fait que mon rôle, me semble-t-il, c'est aussi d'aider les femmes à avancer dans la prise en compte conceptuelle de ce qui leur arrive. Nous avons des parcours, mais nous avons surtout une histoire commune, adossée à des grands sujets de société. La mixité, la parité, l'égalité, les quotas, la féminisation des titres, la dévalorisation des femmes, enfin, c'est tous ces sujets-là qu'il faut avoir en tête, parce que lorsque nous connaissons les concepts, nous sommes mieux armés pour faire face à ce qui nous arrive de manière systémique. Gwenola Jolie-Coz pense ce sujet de la féminisation de la magistrature autant pour les magistrates que pour l'institution, et sa réflexion, elle est d'autant plus passionnante qu'elle touche en fait toutes les femmes et notre société en général qui est gouvernée par le patriarcat. 5 ans après MeToo, nous nous efforçons de remettre en cause la domination masculine qui est inhérente à notre monde, et cela passe notamment par les tribunaux. Je pense par exemple au procès Weinstein ou au travail actuel en France et ailleurs à une meilleure prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Donc si l'on veut que justice soit faite pour les femmes, la justice et donc la magistrature doivent le permettre. Or, cela semble compliqué après ce qu'on a entendu jusque-là, car dans la magistrature aujourd'hui, les femmes sont invisibilisées et les mécanismes de domination masculine de notre société se retrouvent aussi au sein de cette institution. Et donc c'est là que ces travaux et que ces réflexions, ceux de Gwenola Jolie-Coz, sont nécessaires, parce qu'en produisant de la pensée sur cette invisibilisation des femmes au sein de la magistrature, elle invite à déconstruire cette invisibilisation, et cela constitue un passage nécessaire à la déconstruction globale de notre société. Moi, mon travail, il vise vraiment à la prise de conscience. Je pense que la magistrature a besoin de réfléchir à ce qui lui arrive, et qu'on ne peut pas vivre un phénomène aussi massif que cette féminisation rapide et très forte, avec une arrivée des femmes qui quand même bouleverse l'institution, sans en parler. Voilà, il faut juste en parler. Et il faut que nous partagions ces analyses avec les hommes. Ensemble, nous devons penser à la magistrature de demain, parce que, bien entendu, il se passe quelque chose quand des femmes deviennent magistrates. Notamment, et peut-être encore plus, quand aujourd'hui des femmes demandent justice. Nous ne pouvons pas ne pas écouter la conversation mondiale. De quoi nous parlent les femmes aujourd'hui ? Elles nous parlent de leur rapport à la justice, de leur rapport parfois à l'injustice, pensent-elles, quant au sujet qu'elles dénoncent. Elles nous parlent de viol, elles nous parlent de harcèlement de rue, elles nous parlent d'inceste, elles nous parlent de violence, elles nous parlent de féminicide. Or, dans la justice, elles ont en face d'elles des femmes. Et ça se rejoue dans un face-à-face anthropologique, en correctionnel ou en cour d'assises, où ce sont 3 femmes juges qui vont rappeler la norme et sanctionner tout un peuple d'hommes qui, en face, sont ceux qui ne respectent pas la loi. Car force est de constater que la loi n'est pas respectée par qui ? Essentiellement par les hommes. C'est quand même un sujet vraiment fondamental de notre société. Nous édictons des normes. Qui ne respectent pas ces normes ? Les hommes. Aujourd'hui, en prison, la population carcérale, elle est composée à 97% d'hommes. Les condamnations pénales visent à 90% des hommes. Or maintenant, ces hommes nous disent, mais en face de nous, nous n'avons que des femmes. Donc, qu'est-ce qui se met en place dans ce face-à-face entre les hommes et les femmes ? Des femmes qui rappellent la norme et des hommes
qui l'enfreignent. Donc vous voyez, ces sujets, ils sont quand même très très importants. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas. Parce que sinon, on a des hommes qui disent, par exemple, aux affaires familiales, j'ai pas eu la garde de mes enfants parce que la juge, c'était une femme. On arrive à la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Vous pouvez trouver en librairie le dernier ouvrage Femmes de justice de Madame Jolicose et sur le site de la Cour de cassation le cycle de conférences qu'elle a consacré aux femmes pionnières dans le monde de la justice. Merci beaucoup de votre écoute. Merci encore à mes invités Gwenola Jolicose et Éric Corbeau. Et à dans un mois pour le prochain épisode de Défigurer.